ONU, lettre du 15 décembre 2009. Les traités mentionnés ci-dessus n'ont jamais été soumis à la section des traités pour son enregistrement. Bretagne, le traité de janvier 1499. L'État français n'a pas sa place en Bretagne, il n'est là qu'en toute illégalité par la force des armes, il n'a aucune légitimité en Bretagne. Bretagne, le traité de janvier 1499. Deuxième lettre traité signé Louis XII, rétablissant la souveraineté d'Anne de Bretagne sur son duché et jamais dénoncé par les deux parties par nomination d'ambassadeurs. Les 13 clauses du traité publiées le 19 janvier 1499, traduit en français moderne. Les clauses du traité, pérennité du style de l'État 1, rétablissement en Bretagne des chancelleries, conseil, parlement, chambre des comptes, trésorerie, justice, droit et liberté. 2. Office et officier, aucun changement. 3. Office et officier, nomination par le duc. 4. Impôts, suivant la coutume, bretons jugés uniquement par une juridiction bretonne. 5. Guerre, consentement du duc et des États. 6. Droit gardé, émission de la monnaie et séparation des deux couronnes. 7. Inviolabilité de la Constitution, droits et coutumes uniquement par le Parlement et État. 8. Bénéfices réservés uniquement à la Bretagne. 9. Prévost, capitaine, en leur juridiction suivant la coutume. 10. Nomination aux évêchés par le duc, Nantes ville principale du pays de Bretagne. 11. Compétences fiscales exclusives, crime, bénéfice aucun ressort hors du Parlement. 12. Aucune exécution de mandement ni exploit, d'huissier, en Bretagne. 13. Limite des frontières, si conflit, tribunal paritaire entre Français et Bretons accomplir sans venir au contraire, de point en point et traité ferme et stable pour toujours. Le traité traduit en français moderne, source Dom Maurice. Dom Maurice, tome 3, Mémoire pour servir de preuve à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, article 815, 816, 817, 818 traité signé en janvier 1498, Pâques 1499. Aujourd'hui, suite au changement du calendrier, Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne et reine de France ayant exigé la rédaction de ce traité, rétablissant la totale souveraineté du duché de Bretagne, pour son mariage avec Louis XII, roi de France, publié le 19 janvier 1499, vu et lu au Parlement de Bretagne par Guillaume Jeudouin, procureur général de Bretagne. Deuxième lettre traité, concernant les généralités. La première lettre traité publiée le 7 janvier 1499 concernant le mariage et les modalités de succession au trône du duché de Bretagne. Articles accordés par Louis XII, touchant les privilèges, droits, duché de la Bretagne, texte intégral. Louis XII, par la grâce de Dieu roi de France, faisant savoir à tous présents et à venir, comme aujourd'hui en traitant, accordant et concevant le mariage qui présentement a été fait et accordé entre nous de notre part, et notre très chère et très aimée cousine la reine Anne duchesse de Bretagne de la sienne, plusieurs points et articles ayant été accordés entre nous et elle, et ceux-ci mis et rédigés par écrit. Dès quels articles et conventions avant accordées de lettres seulement ont été faites, l'une contenant les choses particulières des personnes de nous et notre cousine Anne de Bretagne et des enfants qui viendront de nous deux selon les lettres et contrats sur ce fait et passé, et celle touchant les choses concernant le gouvernement, administration, droit, liberté, prééminence, office et officier du pays de Bretagne, tant en fait de l'Église, de la justice, noblesse, que généralité du pays de Bretagne, et de quels articles et conventions la teneur s'ensuit. Clause numéro 1. C'est à savoir que, en tant que tout de garder et conduire le pays de Bretagne, et les sujets de ce pays en leurs droits, liberté, franchise, usage, coutumes et style tant ou fait de l'Église, de la justice, comme chancellerie, conseil, parlement, chambre des comptes, trésorerie générale, et autres de la noblesse et comme un peuple, en manière qu'aucune nouvelle loi ou constitution n'y soit faite, uniquement en la manière accoutumée par les rois et ducs prédécesseurs de notre dite cousine la duchesse de Bretagne, que nous voulons, entendons, accordons, et promettons garder et entretenir le pays de Bretagne et sujets de Bretagne en leurs droits et libertés, ainsi qu'ils en ont joui du temps des ducs prédécesseurs de notre cousine. Clause numéro 2, et que, en tant que tout,
de ne muer ni changer les offices ni officiers que notre cousine a mis et institués en ses offices en son pays de Bretagne, depuis la mort de notre très cher seigneur et cousin, le roi Charles VIII, décédé, mari et époux de notre cousine, et de ratifier et confirmer ces offices et officiers, l'ensemble des autres choses faites par notre cousine Anne de Bretagne durant ce temps, sans qu'il soit besoin de rédiger d'autres lettres. Uniquement la lettre de ce présent traité, nous voulons, accordons, promettons, ratifions et confirmons les choses dites. Clause numéro 3, et que en ce qui concerne la vacation de ces offices qui adviendra par mort, forfaiture ou autrement, qu'il soit sur ce pourvu aux offices par la nomination de notre cousine, et que les lettres en soient scellées en Bretagne. Nous en sommes contents et en accorderons bien, nous et notre cousine. Clause numéro 4, et que en tant que ce qui concerne les impositions des fouages et autres subsides levés et collectés au pays de Bretagne, les gens des États du pays de Bretagne soient convoqués et appelés en la forme accoutumée, et que les sujets de ce pays ne soient jugés hors du pays en première instance, ni autrement que de bar en bar, et en cas de ressort au Parlement de Bretagne en déni de droit et dénégation de justice, en la manière accoutumée du temps des ducs prédécesseurs de notre cousine Anne de Bretagne, nous firent ceci, voulons et entendons, accordons et promettons les y entretenir, pour en user en la forme accoutumée d'ancienneté. Clause numéro 5, et que en tant que tout ce qui concerne nos guerres que nous pourrions faire dans le futur hors du pays de Bretagne, que les nobles de ce pays ne soient sujets à nous servir hors du pays de Bretagne, uniquement en cas d'extrême nécessité, ou qu'il y ait sur ceci le consentement de notre cousine et des États du pays de Bretagne, nous firent ceci, voulons et entendons ne sortir les nobles hors du pays de Bretagne, sans grande et extrême nécessité. Clause numéro 6, et que en tant que tout ce qui concerne de nous nommer et intituler ducs de Bretagne, et les choses qui concerneront le fait du pays de Bretagne, et de continuer l'émission de la monnaie d'or et d'argent sous le nom et titre de nous et de notre cousine Anne de Bretagne, nous firent ceci, voulons, entendons et accordons, et promettons de le faire ainsi et d'y faire par manière que les droits de la couronne de France et de la duché de Bretagne seront gardés chacun d'une part et d'autre, et pour ce faire y seront commis, tant de notre part que de la part de notre cousine et pays de Bretagne, bons et notables personnages pour bien dresser le tout en façon que les droits de Bretagne seront gardés. Clause numéro 7, et en tant que ce qui peut concerner que s'il advenait que de bonnes raisons il y eut quelque cause de faire mutation, particulièrement en augmentant, diminuant ou interprétant les droits, coutumes, constitutions ou établissements, que ce soit par le Parlement et Assemblée des États du pays de Bretagne, ainsi que de tout temps est accoutumé et qu'il n'y soit pas fait autrement, nous voulons et entendons que cela se fasse ainsi, que vous appeliez toute voix les gens des 3 États du pays de Bretagne. Clause numéro 8, et que en tant que tout ce qui concerne les bénéfices de quelque État qu'il soit, en suivant les droits du pays de Bretagne, et qu'ils soient donnés aux gens de ce pays de Bretagne, et que nulle autre personne ne puisse tirer bénéfice autrement que par lettre de naturalité, uniquement par la nomination de notre cousine Anne de Bretagne, en ayant regard au grand nombre des nobles du pays de Bretagne qui ont accoutumé de vivre et d'être entretenus de ces choses, nous firent ceci en complaisant à notre cousine, ainsi que, entre nous et elle, fera aviser et ordonner. Clause numéro 9, et que en tant que tout, que nul prévôt, capitaine ni autre gens, n'ait juridiction uniquement en les chancelleries, parlements, sénéchaussées et autres ordinaires chacun en son regard comme ils avaient au temps et du vivant des ducs de Bretagne, nous firent ceci, voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi en la forme accoutumée d'ancienneté. Clause numéro 10, et que en tant que tout ce qui concerne certaines remontrances déclarées dans ces articles contenant que par les droits, libertés, indultes et anciennes possessions du pays de Bretagne qui est limitrophe, la nomination et présentation des évêchés, quand la vacation advient, appartient au prince du pays de Bretagne, même pour Nantes qui est l'une des principales cités et forteresses du pays de Bretagne, et qu'en usant de ses droits, indultes et anciennes possessions, notre très cher seigneur et cousin le duc de Bretagne François II de ce nom et père de notre cousine nomma et présenta au pape Innocent, maître Guillaume Guejean archidiacre et chanoine de Nantes son prochain conseiller et serviteur, et par le chapitre de cette église canoniquement élu en futur pasteur évêque, et depuis la mort du duc, son père consenti et approuvé, et était à nouveau, en tant que métier, nommé et présenté,
sur la provision duquel jasait que le pape Innocent aurait écrit au duc François de qu'il, ayant voulu que la nomination sortît effet, y en pourvoirait le maître Guegan de l'évêché de Nantes, celui-ci néanmoins en pourvu maître Robert d'Espinay, et après son décès maître Jehan d'Espinay son frère évêque de Mirepoix, lesquels notre cousine Anne de Bretagne disait avoir été et être tous les deux alors en partie contraires à elle, ennemis, et avoir par indus et sinistres moyens, et contre le vouloir et plaisir d'être s'efforcer d'occuper et tenir l'évêché de Nantes, et qu'elle tenait ces personnes pour suspects et non agréables, requérant sur ce que en gardant les dits droits, liberté, indulte et possession, voulions en faire et tenir main envers notre Saint-Père le Pape, Saint-Siège apostolique, et tous autres, que les dits droits soient gardés et observés, et que la nomination faite par le duc François II, et depuis par notre cousine Anne de Bretagne de la personne de maître Guegan, comme à œuvre efféable, sortisse son plein et entier effet, en approuvant et confirmant le saisissement fait par notre cousine du temporel de l'évêché, à la préservation de ses droits, nous firent ceci, en écrivons volontiers à notre dit Saint-Père et tiendrons la main à cette fin. Clause numéro 11. Et que en tant que tout ce qui concerne les matières de finances, de crimes, et de bénéfices finisse au Parlement de Bretagne sans qu'il en soit fait ailleurs ressort, ainsi qu'il a toujours été accoutumé, nous firent ceci, voulons, entendons, accordons et promettons de ainsi le faire et entretenir en la forme et manière accoutumée d'ancienneté. Clause numéro 12. Et que en tant que tout, que aucunes exécutions de mandements ni autres exploits, d'huissier, soient faits au pays de Bretagne. Il soit convenu et accordé que les 2 prochains juges royaux et du chaud dessus les lieux en aient la connaissance et comparaissent sur les lieux pour en décider et faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi en suivant ce qu'il en sera avisé et conclu par les gens des 3 États du dit pays de Bretagne, et cependant on sera fait ainsi qu'on a accoutumé d'ancienneté. Clause numéro 13. Et que en tant que tout, que pour obéir aux questions et différends qui peuvent advenir sur les marches et limites de France et de Bretagne, il soit convenu et accordé que les 2 prochains juges royaux et du chaud dessus les lieux en aient la connaissance et comparaissent sur les lieux pour en décider et faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi, en suivant ce qui en a été par ci-devant sur ce ordonné et qu'on a accoutumé d'ancienneté, lesquelles choses ci-dessus dites, nous avons ce jour accordé, voulu, consenti, promis et juré, accordons, voulons, consentons, promettons et jurons par ces présentes signées de notre main, en foi et parole de roi, tenir et accomplir sans venir au contraire, si donnons un mandement à tous nos officiers, justiciers et sujets que les choses ci-dessus déclarées, ils accomplissent entièrement et de point en point selon leur forme et teneur, sans y mettre ni souffrir être mis aucun détour ou empêchement en quelque manière que ce soit, car ainsi nous plaît-il être fait, et afin que ce soit chose ferme et stable pour toujours, nous avons fait mettre notre sceau assez présente, sauf en c'est à autre chose notre droit et l'autrui en tout, donné au château de Nantes au mois de janvier l'an de grâce 1498, et de notre règne le premier, ainsi signé, Louis XII par le roi, mes seigneurs les cardinaux de Espierre Avincula, et d'Amboif, vous le seigneur de Raveftin, le prince d'Orange, le marquis de Rothelin, les comtes de Rohan, de Gif, de Lignet, de Dunois et de Rieux, les évêques d'Albi, de Esbrieuc, de Luçon, de Léon, de Septe, de Cornouailles et de Bayeux, les sires de Gier et de Baudricourt maréchaux de France, de Sens chancelier de Bretagne, de la Trimouille, de Chaumont, de Beaumont d'Avogour et de Tournon, les abbés de Redon vice-chancelier de Bretagne, et de Mouftier-Ramé, Jacques de Beaune général des finances en Languedoc, et c'est comme à l'acte précédent, ibidem. On conserve dans les archives de Saint-Brieuc qu'une greffe en parchemin du contrat et traité fait alors pour la conservation des privilèges de la province, à la fin de laquelle on lit ce qui suit, l'original de la lettre de charte écrite ci-dessus a été aujourd'hui à l'instance de maître Guillaume Jedoin procureur général de Bretagne, apparu et exhibé au conseil du roi et duc en ce pays et duché de Bretagne, laquelle a été vue et lue en jugement. Et après que les records et attestations du révérend père en Dieu Christophe l'évêque de Esbrieuc, messire René Dupont archidiacre de Plogastel, maître Roland de Clisson sénéchal de Tréguier, maître Jehan du Bouillet sénéchal de Cornouailles, maître Alain Bérard sénéchal de Lamballe, maître Pierre Bréfel, maître Gilles Spadu, maître François de Guermeur, maître Charles de Lamotte, et autres plusieurs témoins dignes de foi,
furent informés des signés et scellés si appossés, a été par les dirigeants tenant le conseil cette lettre de charte publiée et tenue pour publier et commander d'y obéir, et en donner copie et vidimu à tous ceux et chacune qui en voudront avoir sous le sceau des actes du conseil, et ont déclaré autant de fois devoir être ajoutés aux copies comme à la dite lettre originale. Donné, fait et expédié au conseil des causeries du conseil siégeant le 19 jour du mois de janvier l'an 1498. Collation est faite à l'original, signé, Blanchard, et scellé d'un sceau de cire rouge. Voir droit international pour en comprendre les conséquences, car elle est dit de 1532, dit d'union de la Bretagne à la France de François Ier, roi de France, n'est pas un traité mais une loi française sans conséquence sur le duché de Bretagne, principauté souveraine. Rétablissons le droit et la vérité historique, il n'y a jamais eu d'union de la Bretagne à la France. En droit international, médiéval ou d'aujourd'hui, un traité doit être dénoncé de la même manière qu'il a été rédigé, avec nomination d'ambassadeur. Ce traité de janvier 1499 appartient à tous les Bretons, de sang ou de cœur, et est le seul et unique lien juridique international entre la Bretagne et la France. Les Bretons peuvent s'administrer sans aucune ingérence étrangère comme l'expose le droit international et la charte de l'ONU, article 1 et suivant, article de Louis Mélènec, diplômé de droit public. Appel du peuple breton à toutes les nations de la terre. 18 décembre 2018. Appel du peuple breton à toutes les nations de la terre, y compris à la nation française, pour que soient reconnus aux Bretons leurs droits inaliénables de nation, l'une des plus anciennes d'Europe. Depuis les invasions de la Bretagne par la France à la fin du XVe siècle, l'annexion du pays en 1532 contre sa volonté, et surtout de la prétendue révolution de 1789, les Bretons n'ont cessé de se battre pour que soient reconnus leurs droits humains, ceux de pouvoir disposer, de protéger et de garantir leur culture, leur langue, leur histoire, ainsi que leur intégrité territoriale, par la réintégration sans condition préalable d'aucune sorte des territoires qui lui ont été volés, l'amputation du territoire national de la Bretagne de sa partie la plus riche, la Loire-Atlantique et la ville de Nantes sa capitale, présentée par la France comme un découpage administratif n'est rien d'autre que la volonté consciente de nous détruire, en nous dissolvant dans un pays étranger qui n'est pas le nôtre, dénommé la France, processus entamé depuis longtemps, mais qui va se heurter à un échec. Derrière ce processus, consciemment conduit depuis Paris, avec le concours de certains élus, ou présumés tels, dans un système dans lequel ils ne sont que les serviteurs de ceux qui les ont mis en place, se profile la volonté des idéologues et des démagogues, de détruire les langues, les frontières, les identités, les histoires nationales, les peuples et les nations, en violation flagrante de la ferme volonté des populations, attachées à leurs identités, et de rester ce qu'elles sont. Nulle part il n'est question de consulter les peuples concernés, seuls propriétaires de ce qui leur appartient, à l'exclusion de tous autres, le pouvoir intangible de décider de leur sort et de leur destin. De même qu'on a enseigné aux peuples colonisés par la France, que leurs ancêtres étaient les Gaulois, supercherie ridicule qui prête aujourd'hui à rire, l'État français continue à vouloir faire croire aux Bretons que leurs ancêtres étaient des Francs, c'est-à-dire des Français, et que leurs ennemis les plus féroces, qui ont déversé leurs armées sur la Bretagne, Charles VIII, Louis XI, Louis XIV, entre autres, furent le roi. Michel Rocard, ex-premier ministre, homme intègre, l'a énoncé dans des termes terrifiants, la France s'est construite sur la destruction de 5 cultures, dont la culture bretonne. Il aurait dû dire, la civilisation bretonne. 1. Rappels historiques. Les Bretons sont un peuple antique, en aucun cas fabriqué par les nationalistes du XIXe siècle. Ce peuple, qui vit dans le sud de l'Angleterre actuelle, est identifié dès l'Antiquité, et décrit avec précision, notamment par Jules César, dans son ouvrage La guerre des Gaules, qui lui consacre de longs développements. La civilisation bretonne existe dès cette époque, les Bretons parlent la même langue, partagent la même culture, et disposent de lois et de coutumes communes. À partir du IIIe siècle, les Bretons émigrent en Armorique, la Bretagne actuelle, par vagues successives, durant plusieurs siècles. Les Francs, venus de Belgique, n'arrivent en Gaule qu'à la fin du Ve siècle. En contact dès cette époque,
Les deux peuples s'affrontent durement. Les Francs ne cesseront de vouloir envahir la Bretagne, sous le règne de différents rois francs, Pépin le Bref, Charlemagne, Louis le Pieux, Charles le Chauve, notamment en 753, 786, 799, 811, 818, 845. En 851, le chef suprême des Bretons, le duc Érispoé, fils de Nominoé, remporte sur le peuple ennemi franc, une victoire militaire qui fixe les frontières de la Bretagne, lesquelles restent pratiquement identiques à celles de nos 5 départements actuels réunis, le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Île-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique. Du XIIe au XVe siècle, la Bretagne, comme l'Angleterre, bénéficie d'une monarchie représentative. Sa constitution est largement consensuelle. Les décisions de l'État sont prises, non par un seul homme comme en France, mais par des organes qui agissent en concours, chacune ayant son rôle à jouer. Les institutions de la Bretagne, très largement en avance sur celles de la France, comprennent à l'époque une dynastie souveraine, dont le chef s'intitule duc. Celui-ci, véritable roi dans son pays, est au sommet de l'État breton, un principal ministre, le chancelier, un gouvernement, le conseil ducal, un parlement, dénommé État de Bretagne, réuni tous les 2 ans, une chambre des comptes. La justice est souveraine, l'armée nationale est commandée au sommet par le duc, sur terre par le maréchal de Bretagne, sur mer par l'amiral de Bretagne. Le duché bat ses propres monnaies d'or et d'argent. Il a sa diplomatie, qui n'a rien à voir avec celle de la France. Il signe ses traités avec les pays étrangers, y compris la France. La Bretagne est un pays strictement distinct de la France. Celle-ci est son ennemi héréditaire. La Bretagne d'avant la guerre d'invasion de 1487 à 1491 est l'une des principales puissances d'Europe et l'un des acteurs majeurs de la politique européenne. La guerre d'invasion et la destruction, 1487-1491, la Bretagne devient serve de la France. De 1487 à 1491, pendant 5 ans, la Bretagne est envahie par la France. Cette guerre d'invasion, d'une cruauté extrême, est conduite au nom du roi régnant sur le pays voisin, Charles VIII. Les armées nationales bretonnes sont détruites à Saint-Aubin-du-Cormier, le 28 juillet 1488, date la plus funeste de notre histoire nationale. La duchesse souveraine Anne de Bretagne, bien que déjà mariée d'une manière canoniquement valide avec l'archiduc d'Autriche Maximilien, futur empereur du Saint-Empire romain germanique, se voit contrainte, sous des pressions diverses, d'épouser son ennemi mortel Charles VIII, au grand scandale de l'Europe. Cet événement, que l'on présente comme anecdotique, ne l'est pas. Des historiens le qualifient comme l'un des faits politiques les plus importants du temps. En 1499, devenue veuve de Charles VIII, reine douairière de France, mais surtout duchesse souveraine de Bretagne, elle négocie un traité de mariage avec son nouveau mari Louis XII, devenu roi de France. Ce Français est un proche parent de la famille ducale de Bretagne, et a d'ailleurs combattu du côté des Bretons durant la guerre d'invasion. Ce texte, qui a valeur de traité international, restitue à la Bretagne tous ses droits nationaux et internationaux, et les garantit pour les siècles à venir. C'est le dernier traité breton internationalement reconnu entre les 2 pays, le seul valide à l'heure actuelle. Ce contrat, signé par les 2 parties le 7 janvier 1499, énonce les dispositions au terme desquelles la Bretagne, redevenue souveraine, après la mort de Charles VIII, le restera d'une manière définitive. En particulier, le 2e enfant du couple, si le premier est un garçon destiné à monter sur le trône de France, deviendra duc, ou duchesse, de Bretagne, sans que la France ait rien à y redire. Anne de Bretagne décède en 1514. En 1532, François Ier, devenu roi de France à la mort de Louis XII, viole ce contrat. Il se transporte à Vannes avec ses armées. Le Parlement de Bretagne est réuni, sans savoir ce qui se prépare. On lit devant lui une déclaration selon laquelle les Bretons sollicitent, humblement, la réunion de la Bretagne à la France. C'est faux, la France est l'ennemi millénaire haï, les Bretons n'ont rien demandé du tout, certainement pas leur dissolution dans le pays envahisseur, d'ailleurs ils n'ont pas voté ce texte, qui n'a d'autre but que de les noyer dans un pays détesté. Dès les années suivantes, la Bretagne,
annexé au royaume ennemi, est dépossédée de ses institutions, son duc, son premier ministre, son gouvernement, et dès cette époque, elle devient serve de la France. Son système politique est détruit. Marcel Pagnol, l'un des plus grands juristes du XIXe siècle, écrit, en substance, ce que la Bretagne a mis des siècles à élaborer. La main brutale de la monarchie française l'a détruit en quelques dizaines d'années. Elle est exploitée comme une ferme par l'État prédateur. De 1532 à 1789, la Bretagne conserve cependant une certaine autonomie, qu'elle défend contre la France avec une sorte de fureur. Elle vote ses impôts, sous pression permanente. Il est vrai, elle a le droit de désapprouver les lois françaises, et de faire au roi de France des remontrances. Mais les conflits sont permanents, et parfois très violents. La révolte des Bonnets rouges de 1675, motivée par de lourds impôts illégalement infligés par la France à la Bretagne, pour faire face aux dépenses de la guerre de Hollande, est réprimée de manière très brutale, causant des milliers de morts. En 1788, en raison des exactions du pays d'à côté, la haine de la France a atteint un tel degré, que le gouverneur civil, l'intendant, craignant pour sa vie, s'enfuit nuitamment de Rennes, et va demander la protection du roi français à Versailles. La Bretagne devient esclave de la France, la prétendue Révolution française. Dès 1789, la Bretagne perd toute autonomie. Elle n'a plus aucun droit de regard sur sa fiscalité ni sur sa législation, sa langue et sa culture sont insultées, elle est découpée en départements, gouvernée par des gauleiters appelés préfets. Elle devient cette fois esclave, car elle n'a plus le moindre droit de gérer ses affaires, le pouvoir étant désormais à Paris, les préfets servant de simples courroies de transmission. En 2018, par exemple, alors que la Bretagne est prête à accueillir quelques migrants, dans la limite de ses moyens, pas davantage, ce sont les préfets nommés par Paris qui imposent, sur ordre de Paris, des contingents d'immigrés sans demander jamais le consentement de la population, là où elle a seule compétence pour décider. En 1793, les Bretons et les Vendéens se révoltent. La répression est atroce, elle est aujourd'hui divulguée dans le monde entier, par les travaux de Reinald Suchet et de Louis Mélènec, après avoir constitué un tabou national férocement protégé. On parle de génocide, Suchet, et même de Shoah bretonne, Mélènec. Le comté de Nantes est rebaptisé sous le nom absurde de Loire-Inférieure, puis de Loire-Atlantique. Une répression abominable s'abat sur la Bretagne et la Vendée, en 1793 et en 1794. Des crimes sans nombre sont commis par dizaines de milliers par les armées françaises, torture, viols, emprisonnement, exécutions sans raison, notamment des parents devant les enfants, des enfants devant les parents. Des milliers de jeunes filles sont violées devant leur famille, on va jusqu'à faire fondre des corps humains dans des fours pour en récupérer la graisse. Plusieurs tanneries de peaux humaines fabriquent des vêtements destinés aux officiers de la République. 5000 personnes sont noyées dans la Loire, après avoir été brutalisées, dans des conditions atroces. Tous connaissent cette phrase de Carrier, « Nous ferons de la France un cimetière, plutôt que de ne pas la régénérer à notre façon ». Programme respecté à Nantes, capitale de la Bretagne, et en Loire-Atlantique. La France ayant retrouvé un calme relatif après la folie révolutionnaire, des hommes au service du système réinventent l'histoire, qui est enseignée par la République dans les écoles. La France s'arroge le droit insensé de s'intituler nation, tandis que le peuple breton, beaucoup plus ancien que le peuple français, est réduit à une sorte de magma informe, reliquat des grottes de Cro-Magnon. Parlant un jargon inarticulé et quasiment incompréhensible, les Bretons n'ont plus aucun accès à leur histoire nationale, ils sont victimes d'un véritable lavage de cerveau. Après avoir cultivé la fierté d'être bretons, ils connaissent ce phénomène affreux, la honte de soi. La langue bretonne est humiliée et persécutée, au profit de l'idiome présenté comme la langue des langues, l'unique, l'universel, la seule digne d'être parlée dans tout l'univers, le français. La langue et la culture bretonne sont l'objet d'un assassinat programmé, qui se poursuit encore. Dès la Révolution, dénommée jargon, patois, par les Français, elle est interdite dans les écoles, persécutée dans les églises. De nombreuses directives préfectorales attestent de la volonté d'éradiquer totalement notre langue. Le pouvoir français invente un concept insultant, les curés, s'exprimant en chair dans la seule langue comprise de leurs fidèles,
sont accusés de faire un usage abusif du breton. Leurs salaires, versés par l'État, sous le régime concordataire, sont supprimés. Crime horrible, les enfants convaincus de ne pas parler suffisamment le français, baptisés langue nationale, sont privés de la communion. Les malheureux, ils n'en connaissent pas d'autres, sont punis. On les oblige à se dénoncer mutuellement, à se moquer les uns des autres, en se transmettant un objet dénommé symbole porté autour du cou, attestant de l'infamie d'avoir parlé la langue de leurs ancêtres. Les instituteurs, associés à cette œuvre de bourreau, sont encouragés à mettre en œuvre la corruption des mots bretons, afin que d'une ville à l'autre, plus aucun breton ne se comprenne dans une autre langue que le français. Pendant qu'on assassine leur langue et leur histoire, les Bretons doivent apprendre par cœur, dans les écoles de la République, que la France est l'inventrice des droits de l'homme, et que sa langue est la plus sublime que l'espèce humaine ait inventée. Ils ne sont pas admis à étudier leurs écrivains nationaux, on nie même qu'ils en aient, puisque selon les accusations françaises, ce peuple de poètes n'a ni littérature, ni grammaire, mais seulement à étudier la littérature française qui, sous la plume de nombreux auteurs, Hugo, Balzac, Prosper Mérimée, Zola, n'ont pour la Bretagne que pitié, mépris ou dégoût. Les Bretons sont une race inférieure, paresseuse, sale, puante, ivrogne, superstitieuse, bornée, n'ayant pour seule richesse que son jargon et sa boue. En 1900, le travail de lessivage des esprits est accompli, les cerveaux des Bretons ont été vidés de leur substance, on y a introduit une greffe cérébrale made in France. Leur fierté naturelle, décrite par tous les auteurs au cours de l'histoire, depuis le haut Moyen-Âge, a fait place à la honte de soi. La population, comme tous les peuples acculturés, est complexée, devenue quasi amorphe, et a perdu sa créativité. Durant les guerres françaises, qui ne sont pas les siennes, la Bretagne est amputée de sa jeunesse. Depuis la prétendue Révolution française jusqu'à aujourd'hui, les Bretons servent de chair à canon. Durant la Seconde Guerre mondiale, la France étant sourde à leurs revendications les plus légitimes, quelques Bretons patriotes tentent de négocier avec l'Allemagne quelques libertés pour la Bretagne. Les premières émissions radiophoniques en breton, ainsi que les premiers cours de breton dans les écoles naissent dans ce contexte. Le régime du maréchal Pétain, en 1941, redoutant la renaissance d'un gouvernement breton indépendant, décide de procéder à une mutilation du territoire national des Bretons, en vertu du principe bien connu, diviser pour régner. Le pays comportait 5 départements, le plus riche, la Loire-Atlantique, breton depuis 11 siècles, est détaché de la patrie mère, afin de le dissoudre dans la France. Cette opération, qui ampute le pays de son poumon économique, représentant aujourd'hui 33% de sa richesse, a été reconduite en 2014 par le pays voisin, sans aucune consultation des Bretons, avec la complicité de nombreux élus, en violation gravissime au droit international, qui interdit d'une manière impérative de réduire les territoires des nations premières sans leur consentement. Une énorme manipulation va suivre. Les Bretons ont été des résistants intransigeants durant la dernière guerre, ne s'identifiant ni de près ni de loin à l'occupant nazi, pas davantage avec le nazisme, idéologie que la plupart ne connaissent même pas. L'occupant est pour lui un ennemi, non une idéologie. L'épisode de l'île de Sein, qui envoie à Londres tous ces hommes valides, est universellement connu. Mais parce que quelques centaines de Bretons patriotes ont négocié en 1940 avec les Allemands le droit d'exister, après avoir été écrasés pendant des siècles par la France, le gouvernement français manipule l'opinion. Les Bretons sont désignés comme les symboles de la collaboration avec l'Allemagne. On procède à des arrestations en série, à des épurations, à des exécutions sommaires, à des campagnes de presse culpabilisantes et ignobles, là où il s'est agi, en tout et pour tout, de faire rendre à ce peuple ce qu'on lui a volé, ses droits et sa dignité. Cette propagande aux dépens des Bretons a été si délétère et si efficace, que le sieur Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques années, a pu déclarer publiquement, sans en être encore puni, que le breton a été la langue de la collaboration, laquelle fut faite exclusivement en français. Même des gens que l'on croit d'intelligence normale ont été contaminés par ce discours inique. L'amputation du territoire, maintenue après la guerre, donne naissance à une imposture, la création d'une région administrative ne comportant que 4 départements au lieu de 5, dénommée ridiculement Bretagne par la France. Le territoire le plus important,
Nantes et sa région est inclus dans une région fantoche, dite Pays de Loire. L'ONU et les instances internationales, saisies par des Bretons, sont parfaitement informés de cet état de choses. Depuis, l'enseignement de l'histoire dans les écoles et les facultés est toujours celui de la France. Les prétendus moyens pour protéger la langue bretonne sont calculés pour être mortifères. Chaque année, alors que la France autorise la pseudo-formation de plusieurs centaines de locuteurs effectifs, plusieurs milliers de locuteurs réels, bretons âgés, meurent, condamnant inéluctablement la langue à disparaître à court terme. Les demandes de création de postes d'enseignement sont ignorées par les politiques et par les administratifs. Des enfants subissent des discriminations linguistiques, au regard notamment des prénoms bretons que veulent leur donner leurs parents. Tout ceci, malgré la condamnation de la France concernant les enfants le Goarni. La fusion de communes, ainsi que la création de nouveaux quartiers, a souvent pour effet de débaptiser des villes et des quartiers, en effaçant toute trace de leur identité bretonne. Des mesures multiples ont été prises à Nantes par des personnages connus pour débretoniser la ville et son département. 3. La France est effrayée par les dispositions claires du droit international, qui protègent désormais les nations premières, encore dénommées nations minoritaires, terme propre pour les Bretons, très majoritaires chez eux, en leur reconnaissant les mêmes droits qu'aux nations occupantes ou colonisatrices, surtout si elles ont commis des crimes contre l'humanité. La Bretagne est maintenant en situation d'exiger la restitution de ses droits nationaux, et même son indépendance, en application de ce droit universellement reconnu par les nations civilisées, et du dernier traité valide conclu en 1499 entre les deux États. Parce que cela est connu à Paris, la France continue à mener contre les Bretons une politique visant à détruire leur identité, qui pour eux, comme pour les autres peuples de la terre, est sacrée. Cette politique sera vaine, elle est maintenant dénoncée sur la scène internationale par des historiens et des juristes motivés, respectés pour leur savoir et leur honnêteté intransigeante. La Bretagne libérée de son prédateur, en vertu de la Déclaration universelle des Nations unies de 1948, énonçant et garantissant les droits fondamentaux de tous les êtres humains et de toutes les nations, sans distinction, ainsi que du droit international, de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes généraux du droit, les Bretons exigent la reconnaissance de leurs droits, sans aucune concession d'aucune sorte, sans discussion préalable, et en aucun cas sans aucune manœuvre dilatoire, en particulier d'un prétendu référendum, qui serait entièrement manipulé par la France, et par certains élus bretons intéressés avant tout à conserver leur prébende. Ces droits comportent, en particulier, la reconstitution de l'intégrité du territoire national breton, l'obligation pour l'État central d'enseigner notre langue nationale, et de reconstituer la situation linguistique telle qu'elle existait avant sa politique de destruction et d'éradication, le droit à la culture et à sa transmission à nos enfants, le droit à l'autodétermination et au gouvernement de notre pays par nous-mêmes, non par un pays étranger, la condamnation à des réparations adéquates, en raison des prédations opérées par l'État central. Selon les principes de responsabilité universellement reconnus dans le monde, l'arrêt immédiat de toute politique ethnocidaire et mémoricidaire. Un objet volé ne peut jamais, quels soient les siècles écoulés, appartenir aux voleurs, à plus forte raison s'il s'agit d'un pays, qui appartient à ses habitants, et à eux seuls. Les Bretons, peuple infiniment plus ancien que les Français, sont chez eux en Bretagne, la France n'est en Bretagne que par la force, l'intimidation, la concussion, l'achat des consciences, et le contrôle strict de toutes les carrières, surtout politiques. Ils n'entendent rien solliciter de la France, qui n'a qu'un devoir, s'en aller. Pour la nation bretonne, ce manifeste est diffusé le 1er janvier 2019, adressé à tous les Bretons, et à ceux qu'on dénomme leurs élus. Il ne contient rien d'autre que la vérité stricte, qui est l'expression des valeurs morales que tous doivent appliquer dans leur vie de tous les jours.